Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 18h03 en Algérie. Soyez les bienvenus. Moins plus une heure en France pour ceux qui nous suivent. Merci pour votre fidélité. Bien évidemment, les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube d'Al Magharibiya, puis la page aussi Facebook de Microscope. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci pour vos témoignages et puis toutes les informations, les images que vous nous envoyez, car c'est vous qui, encore une fois, sur le terrain, faites l'actualité. Nous montrons tout simplement ce que vous tentez aussi de dénoncer, de dire, d'expliquer, d'apporter des éléments de réponse comme nous essayons de le faire à notre humble niveau. Ici sur votre chaîne, nous allons revenir bien évidemment sur cette révolution algérienne qui est maintenant présente depuis plus de 2 ans. On ne le rappellera jamais assez. Tout ça guidé, orchestré avec cette valeur unique qui émerveille encore le monde aujourd'hui, qui est le pacifisme. Et puis d'un autre côté, on va revenir sur cette dérive sécuritaire, répression, arrestation arbitraire, détention. On va revenir sur cette grande journée hier des étudiants, des Algériens et des Algériennes, où ça suscite énormément de peine, de crainte, de colère, d'incompréhension. Vous l'avez vu encore hier, et la presse française, la presse internationale en a énormément parlé aujourd'hui, tout simplement à dire qu'Alger était totalement fermé, puisque dès les premières secondes, dès les premières minutes où les manifestants se sont rassemblés, notamment au sein de la capitale, avant de partir et de marcher pacifiquement, eh bien là, la police est intervenue, encerclement, forte mobilisation. Les manifestants ont été embarqués les uns et les autres dans des fourgons, direction donc différents commissariats de la wilaya d'Alger. Donc malheureusement à Alger hier, il n'y avait pas de manipulation. On l'a vu ces dernières heures avec des tentatives de manipulation, de diversion, d'essayer un peu de monter les Algériens les uns contre les autres en utilisant différents scénarios. Mais on l'a bien vu encore une fois sur les réseaux sociaux, comme quoi la solidarité était très présente. Aucun Algérien s'en est pris à un autre. Chacun est libre, chacun a ses idées et a le droit de s'exprimer sans pour autant être stigmatisé ou encore être pris pour cible comme a pu le faire dernièrement le pouvoir. Des questions bien évidemment que nous allons encore une fois ce soir nous poser derrière cette dérive sécuritaire, derrière cette forte répression. Quelle crainte, comment la révolution va-t-elle avancer? Jusqu'où aussi ira le pouvoir? Est-ce qu'on peut s'attendre dans 48 heures à encore une capitale totalement encerclée, fermée? Nous allons tenter bien évidemment de répondre à ces questions. Un autre fléau, un autre supplice, une autre forme de répression, ce sont ces frontières. C'est le seul pays au monde qui maintenant est fermé depuis le 17 mars 2020. Ce sont les frontières algériennes. Malheureusement, aucun Algérien habitant en Algérie peut voyager. Ils sont près de 30 000. Mais aucun ressortissant qui habite l'Angleterre, qui habite Paris, qui habite Marseille ou qui habite encore l'Espagne ou l'Italie ne peut se rendre en Algérie, même serait-ce que lorsque malheureusement il arrive un drame comme un décès d'un parent. Il est impossible d'accompagner le défunt. Nous allons donc revenir et tenter d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière cette fermeture de frontières. Pour bien évidemment m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir des invités sur ce plateau. Il est avec nous. Abdelhaim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al Magharibiya. Je leur dis d'abord Saha Ftorkom, Saha Ramadankom et Rabbi Tqabbal Siyam, Inch'Allah. Merci infiniment d'être là. Vous êtes militant au FFS. Va venir nous rejoindre dans quelques instants. Farida Hamidi, que vous connaissez, psychologue clinicienne, activiste politique, et puis d'autres invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Hier, donc, nous avions consacré toute une thématique Algérie 2 points. C'était le titre hier, répression, répression, répression. Je voulais encore, pour ne pas oublier, c'est vraiment important, désolé de vous infliger de telles images, mais elles existent réellement. Elles existent dans un pays en 2020, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie, et nous allons ensemble regarder ces quelques images de répression et avoir une pensée bien évidemment pour tous les détenus, leurs parents et toutes les personnes qui nous ont quittés depuis 2 ans à cause des méthodes infligées par le pouvoir algérien. نشري الدار فيها جنان بلا الاسوار نسقي بدم الاحرار دار داري من الفرحه
ننسى بدات تولول قلت نبنيها من الاول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مور داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري قلت نبداها بالجردينة نغرسها نرجعها زينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية كلفت لي بالعربية والدار داري دار داري فوتنا يا مات ملاح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسموا الفراح والدار داري عشنا بقدر وحرمة عيلة كبيرة ملمومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري الخوا بداو ينوضوا حبوا رايهم يفرضوا في داري طفاو الضو الدار داري طاحوا عليا بالقزول ولادي عن بالهم جا الغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري قالي خوك هذا اسمحلو بابك لازم تفتحلو شوية من الرزق اكتبلو دار داري دار داري دار داري قال لي نعاود لك الاسوار قيمتها شويه دينار قريب ريب قاع الدار الدار داري جاب حبابو في لما هلكوني وخلوني تما انا ولادي في غمار دار دار. Algérie, 2 points, dérive sécuritaire et frontières fermées, ce sont les deux thématiques principales de ce rendez-vous ce soir. Soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir Farida Hamidi. Ah, est-ce que votre son est prêt? Non, voilà, pas encore. On est en direct, on est en live, on est à la maison. C'est les aléas du direct. Merci, il y avait certainement un peu de monde sur la route. On va saluer Abdenour Aït Saïd qui est étudiant. Bonsoir Abdenour Aït Saïd. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça me sent très bien. Merci. Écoutez, je vais commencer par vous. Donc, la capitale était fermée. Vous faites partie des étudiants arrêtés. Et je rappelle que vous êtes déjà placé sous contrôle judiciaire. J'ai tout simplement, vous êtes en première ligne de front hier, étudiant, concerné, citoyen algérien. Une réaction. Hier, la répression était de plus en plus forte. Du coup, la capitale était totalement encerclée, si je puis me permettre l'expression. Bon, salam alaikum. زلت الأول نشكر قناة المغاربية الدور اللي تقوم به تكسير تتم إعلامي وجود الحراك الشعبي. نتمنى تانيك الحرية لجميع المعتقل رأي على رأسهم طالب المعتقل البارحة معصوم محي الدين الذي يقدم أمام وكيل الجمهورية المحكمة البيان غدا إن شاء الله. البارحة للأسف الشديد تم هنالك اعتقال لكل طلبة الذين وصلوا إلى ساحة الشهداء. يعني هذه منذ بداية الحراك الطلابي منذ 26 فبراير 2019 هذه المرة الأولى الذي النظام يتجرأ على قمع المسير الطلبة. يعني عندما وصلنا إلى ساحة الشهداء وعندما قمنا بصراخ بأول شعار ألا هو دولة مدنية وماشي عسكرية تم الانقضاض علينا من طرف العشرات من قوات من رجال الأمن وتم وضعنا يعني في مركبات يعني وتم نقلنا إلى مخافر الشرطة يعني خاصة طلبة شيوخ نساء وناس من كافة الأعمار خاصة الشيوخ منهم يعني كان لديهم أمراض مزمنة. يعني كان هنالك قمع شديد البارحة ومنع لمسيرة الطلبة. أسف شديد في حين أن الوزير الأسبق لعبد المجيد تبون يقول
أن الحراك مبارك، وأن مسيرة الثلاثاء والجمعة مسيرة مباركة، الحراك شعبي نقابل في الميدان بقمع بطرف هذا النظام. هذا أمر مؤسف جدا. أيضا هنالك أمر جديد لاحظناه البارحة، ألا هو هنالك بعض الأشخاص يعني هددوا لكي يقوموا بالتوقيع على محضر أقوال فيه تعهد على عدم الخروج مرة أخرى للحراك الشعبي سواء يوم الثلاثاء أو الجمعة. يعني في حين أن الشعب أراد أن يستعد في المسيرات، أراد أن يساعد في المسيرات تضامنا مع إخوان المعتقلين، نرى أن النظام يساعد في اعتقالاته، يساعد في قمعه. نرى اعتقالات للنشطاء السياسيين والنشطاء الميدانيين في مختلف الولايات، يعني تفتيشات للمنازل وترويع للعائلات، خاصة على والعائلات متواجدة على مائدة الإفطار. ندين بشدة هذا القمع وهذا الظلم الذي يطال الشعب الجزائري خاصة في هذا الشهر الكريم، ونقول لهذا النظام أن قمعه ومحاولة كسر الحراك الشعبي لا تزيدنا إلا عزيمة وإصرار على مواصلة النضال إلى غاية تحقيق الأهداف إن شاء الله. Dernière question, vous le disiez à l'instant, que cette répression vous donne encore plus l'envie de vous mobiliser. Mais une question se pose tout de même. Est-ce que vous anticipez un scénario? Est-ce que vous avez une crainte pour vendredi, pour mardi prochain? Est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas ne pas vous poser la question, est-ce que vous allez vous restreindre et ne plus sortir, en tout cas limiter vos marches dans le cadre de cette révolution? Concernant les marches étudiantines, les marches du midi, c'est clair que le pouvoir essaie depuis des semaines d'arrêter les marches du mardi. On va continuer jusqu'au bout. Le terrain sera toujours au peuple. يعني الشارع يبقى دائما مدة أكثر، وهذا النظام يحاول تكسير مسيرة الثلاثاء. للأسف الشديد نقدر نقولوا أنه حق علينا انتصار الثلاثاء الماضية، علما أن الطلبة وصلوا وقاموا بوقفة في شارع باب الواد، قاموا بوقفة الطلبة الذين لم يعتقلوا، قاموا بوقفة احتجاجية. يعني الثلاثاء القادمة سنكون في الميدان وسنحاول استرجاع الشارع، والشارع سيبقى ملك للطلبة وسيبقى ملك للشعب. يعني ما راناش حاسين لا قمعهم ولا تخويفهم ولا اعتقالاتهم ولا زجهم في سجونهم. سيقوموا برضخنا على أهدافنا الأساسية وهي قانون وتحقيق مبادئ الديمقراطية وتحرير الجزائر من أيادي هذه الحساب الغاشمة. شكرا. Merci. Barakallahu Fik. Saha Ftorek. Merci Abdolnaïd Saïd, étudiant qui est déjà donc placé sous contrôle judiciaire, mais qui était hier, qui était dans la rue et qui témoigne encore aujourd'hui. Farida Hamidi, bonsoir. Voilà, je suis allé un peu vite tout à l'heure. Votre micro est installé. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Deux réactions. D'abord, c'est la première question que je pose. Est-ce que pour vous, cette révolution, vous en avez la même perception, la même définition, vous ressentez les mêmes engagements, la même rage de vaincre, c'est ce que je demandais à mes invités hier soir, qu'en février, mars 2019? La rage de vaincre, oui, plus que jamais, plus je pense, parce qu'au départ c'était l'euphorie, on était tous ensemble, on était bien sûr plus que jamais. Quand je vois ça, mais c'est oui, définitivement en fait, définitivement. Une réaction quand voilà, vous entendez Abdolnaïd Saïd qui est un jeune étudiant et qui dit coûte que coûte, moi je vais continuer à marcher, rien ne m'arrêtera, je veux voir mon pays libre et autrement. Bien sûr, et d'ailleurs c'est eux la première catégorie qui a été ciblée de cette manière-là, parce qu'un étudiant, ça fait quoi toute la journée? Ça se pose des questions. Et eux, c'est exactement ce qui les dérange. Ils ne veulent pas de cette catégorie de population. Ils ne veulent pas que les gens se posent des questions, en fait. Parce que c'est ça, toutes les manipulations et tout ce qu'ils mettent en place justement pour, nous on le dit en rigolant, l'istihmar, cette catégorie-là, ils ne peuvent pas. Un étudiant, la plupart de son temps, il est en train de faire un travail de recherche.
Et quand on touche en fait à cette recherche-là dans le cadre de ses études, dans le cadre, en fait, on ne peut pas s'empêcher de l'étendre au reste. Donc, ce qui se passe dans son environnement, on se pose des questions, c'est normal. Et on se posera des questions pour trouver des réponses. Et si eux, ils ne nous donnent pas des réponses, nous, on est en train de les trouver parce qu'on analyse en fait. Abdelrahim Moussaouer, aussi une réaction d'abord. Comment vous percevez aujourd'hui, vous y êtes depuis le début dans cette révolution, est-ce que vous en avez toujours la même analyse, enfin la même définition tout simplement? Et aussi une réaction quand on entend Abdelmoulay Saïd, alors qu'il disait clairement, pour ceux qui ne comprennent pas spécialement l'arabe, mais voilà, il expliquait qu'on nous a menacés à signer des documents qui disent clairement que nous ressortirons plus. Voilà, il dénonce que Tebboune, le chef de l'État, annonce un Hirak Moubarak alors que c'est les arrestations. Il dit qu'il n'y avait pas que des étudiants, mais des personnes âgées. C'est la première fois qu'une de telles interpellations et les forces de l'ordre ont chargé au moment où ce slogan qui fait tant polémique, Daoula Madaniya Machi Askaria. Je pense qu'au début du Hirak en 2019, en mois de février, mars, avril, c'est vrai qu'on avait, il y avait l'euphorie, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait une certaine incertitude parce qu'on se posait la question, à un certain moment, on se posait la question, est-ce que le Hirak allait continuer tous les vendredis, les mardis, d'une telle puissance, d'une telle marée humaine tous les vendredis. Mais là, je pense on voit les résultats de plus en plus. Ça veut dire la détermination, l'engagement qui se fait de façon un peu plus forte toutes les semaines. Et les étudiants, c'est le baromètre c'est le paramètre de notre révolution. Il suffit de voir un mardi pour avoir une idée du vendredi qui va suivre. Là, la répression qui s'était abattue hier sur les étudiants, c'est vrai que ça s'est déjà produit à Béjaïa, mais à Alger, qui est la capitale sur laquelle les caméras du monde, la presse internationale se concentrent. Et c'est une première depuis le début du Hirak. Moi, je pense que ce mouvement citoyen, ce mouvement pacifique, commence à triompher, à mettre en échec ce pouvoir qui est en plein cafouillage. Parce que l'une des apparences de ce cafouillage, c'est un pouvoir qui va droit au mur. Il va droit au mur, il ne sait plus quoi faire. D'ailleurs, il y a plein d'apparences. Vous allez nous en donner les éléments, effectivement. Comment voyez-vous ce pouvoir? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les seules cartes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on constate, puisque je rappelle que le pays est malheureusement laissé à l'abandon. On est en crise sociale. On va vous diffuser tout à l'heure des images, notamment de cette grève de l'éducation nationale, qui les professeurs demandent vraiment une revalorisation des salaires, entre autres, puis aussi d'avoir un meilleur enseignement, de vrais programmes pour les élèves. Voilà, donc c'est vrai qu'à part cette répression et cette échéance électorale, on n'entend pas énormément, malheureusement, le gouvernement et le chef de l'État. Chawki Hamoum, bonjour, vous êtes étudiant. Bonsoir. Chawki Hamoum, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue à vous. Écoutez, vous êtes étudiant en Algérie. D'abord, merci pour votre présence, votre témoignage. Une réaction sur la journée d'hier, un mardi 114e, avec une manifestation inaccessible, impossible au sein de la capitale. Bonsoir, Alzoul Fellaoun. Merci pour l'invitation. Hier, c'est un dispositif policier énorme à Alger. Des dizaines d'arrestations des citoyens et même des étudiants. Moi, j'étais membre des étudiants arrêtés. Hier, كنت avec زميلي بالحراك الشعبي عبد النور أيد سعيد. هنا قررنا لساحة الشهداء كما قال هو العشرات من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني أتت لاعتقالنا. كي رحنا لاسيلول كان كاين بوكو d'arrestations من قبل منهم des personnes âgées plus de 70 ans et même des femmes âgées aussi, même des jeunes filles, même des étudiantes. يعني hier beaucoup d'arrestations. كي رحنا لمخفر الشرطة كما قال عبد النور قلنا لهم باللي الماردي تبون اللي هو الوزير السابق البوتفليقة قال لهم باللي الماردي حراك مبارك هي فوندردي ويمكن للشعب ان يتظاهر بكل سلميه الى اخره. لكن كانت لا ريبونس تاع لي فليك
باللي الماردي خلاص الحراك دو ماردي اللي ديفوني انتردي ستريكتومون انتردي. قلنا شكون؟ قال لك سلطات عليا. شكون هذه السلطات العليا؟ ما على بالناش. يعني النظام دوكا خرج علنية يريد أن يقول للشعب الجزائري أنه الحراك يوم الثلاثاء أصبح ممنوع لكي يقضي تدريجيا بعدها على حراك الجمعة. هذه هي خطة، الخطة يعني باينة. كان كاين إجراء استثنائي البارحة وهو محاولة إرغامنا على إمضاء تعهد في عدم الخروج في أي مسيرة كانت بعد الآن. Bon, moi personnellement j'ai refusé de le signer التعهد. كاين بزاف لي جون اللي ما سينياوش، مي كاين الناس اللي على بالك ما تعرفش تقرا جاي شي حاجات اللي سينياوها. يعني هذا اجراء استثنائي شفناه باللي كما يقول لك النظام خرج علنية لكي يقمع الحراك ولا يريد ان يخرج الشعب في اي مسيرة سلمية مرة اخرى. Chauki Hamoum, la même question, mais je pense connaître la réponse. C'est humain. Est-ce que vous avez une crainte d'une répression plus forte? Ça peut se comprendre aussi, hein, puisque parfois les répressions, elles ont des limites. On a vu et on voit encore sur ces images difficiles à voir que parfois les Algériens sont pris pour du bétail. Et encore, faut-il traiter le bétail comme ça, loin de là. Est-ce que vous avez une crainte d'une répression encore plus féroce? Et puis, est-ce que vous allez continuer, vous, en tant qu'étudiant, à continuer à marcher pour voir l'Algérie enfin libérée et démocratique? بون كما يقول لك النظام هذا حنا على بالنا باللي ما عندوش حدود في القمع تاعو. شفنا من الفوندردي ليومنا هذا القمع اللي داروا كاع هذا كاع باش يخوف الناس ويرهبهم باش ما يعاودوش يخرجوا في حراك مره اخرى. لكن نحن طلبه قلنا نقولها الان وقلناها داخل مركز الشرطه ونقولها في اي مكان ان الثلاثاء القادم سوف نخرج في مسيره سلميه كعادتنا للثلاثاء 115 ويوم الجمعه سوف نقوم بالخروج ايضا ومواصله حراكنا. نحن لا نخاف من هذا النظام. نحن لدينا قضية وهي نؤمن بها أن تصبح الجزائر دولة العدل والقانون، أن تصبح لدينا صحافة مستقلة، أن تصبح دولة مدنية مش عسكرية، أن تصبح الجزائر مستقلة فعلا ومواطنها يحس بالاستقلال. Merci, Chokron Chauki Hamoum, merci infiniment d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et merci pour vos témoignages, car sans vous, vous savez très bien qu'on en parlera tout à l'heure, bien évidemment, avec Reporters sans frontières, que la liberté de la presse est loin d'être libre et loin d'être mis en place en Algérie. Donc merci pour vos témoignages et vous prenez à chaque fois des risques. Je vais saluer Maître Aïssa Rahmoun. Bonsoir, Maître. Allô? Maître Rahmoun, bonsoir. Oui, bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, mais aussi aux téléspectateurs d'Al Magharibiya. Merci infiniment. Maître, vous gardez la parole. Une réaction, vous connaissez, vous êtes vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Une réaction sur cette journée d'hier. Vous connaissez le pays, vous défendez les détenus maintenant depuis plusieurs années. Une réaction sur cette répression, cette nouvelle répression. Faut-il encore telle qu'elle soit nouvelle? Je vous pose la question. Oui, je dirais qu'elle est nouvelle dans le sens où réellement, je pense que le régime veut monter d'un cran sur la stratégie de la répression, de faire reculer le Hirak dans sa présence sur le terrain, soit les mardis, les vendredis, et de faire remonter en surface les revendications, les protestations socio-professionnelles. Ça n'échappe à tout le monde que c'est une nature, voire une habitude qui devient une deuxième nature du régime, que de manipuler, que d'essayer de travailler dans la diversion et la répression en même temps. Vous voyez, aujourd'hui, on voit que le ministre de l'Intérieur qui délègue ses pouvoirs au DGSN pour signer en place et pouvoir, ça nous renseigne que le régime est sorti réellement de l'obscurité pour dire aux Algériens qu'on est passé, c'est un glissement très grave d'un État autoritaire à un État dictatorial.
Ces menaces, ces chantages exercés sur les étudiants hier et sur nombre de citoyens, des dizaines de citoyens, à l'effet de signer des engagements pour ne plus être sur le front du Hirak, ça n'existe même pas dans la législation. C'est une manœuvre anticonstitutionnelle, c'est une manœuvre qui viole la loi, le droit, ça n'existe pas. Donc on est dans un état dictatorial. C'est le glissement, c'est ce glissement très grave qu'il faut signaler. Le régime est dans sa logique de répression. Réellement, je dirais que c'est la dernière ligne droite du régime. C'est la dernière tentative de manipulation et de mater les hirakistes et le Hirak en général, tandis qu'en face, il y a un peuple formidable qui résiste avec sa silmiya, avec son unité. Voilà à peu près. Donc il y a le régime, d'une part, qui continue dans sa stratégie, dans sa nature, qui est fidèle à lui-même, mais il y a une résistance assez intelligente du peuple algérien. Ouais. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. On va accueillir, on doit la libérer, donc on va accueillir Madame Rania Chebi, qui est responsable de rédaction au bureau Afrique Nord de Reporters sans frontières. Bonsoir Madame Chebi. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur vous avez dénoncé bien évidemment l'arrestation du journaliste Karesh, journaliste confrère de Liberté, hein, qui est aujourd'hui donc incarcéré pour avoir publié un article en dénonçant notamment la situation notamment à Tamanrasset. Enfin, c'est un article des plus communs possibles. Vous dénoncez, en tout cas vous demandez la liberté de ce journaliste. Oui, à Reporters sans frontières, nous demandons la libération immédiate de Rabah Karesh et l'abandon des charges qui sont retenues contre lui, qui sont vraiment des charges aberrantes pour un journaliste qui n'a fait que son travail. Il a juste publié un article où il raconte, il ne dénonce pas parce que ce n'est pas son travail de dénoncer, mais il raconte ce qui est en train de se passer à Tamanrasset, à savoir les manifestations des citoyens contre le nouveau découpage territorial. Donc, il faut rappeler que M. Karesh risque jusqu'à 10 ans de prison vu les charges retenues contre lui. Selon vous, alors on peut rappeler que l'Algérie elle est placée 146e sur 180, qu'elle a dégringolé de 27 places depuis 2015, si je ne me trompe pas. D'abord, une réaction d'un point de vue général, parce que vous êtes RSF et qu'on ne vous accuse pas encore de prendre parti, comme l'avait fait, je ne me souviens plus, mais un membre du gouvernement algérien qui s'en était pris. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même, un peu sur votre fonctionnement. Rapidement, comment vous travaillez pour déterminer ce classement, par exemple, dans les grandes lignes, bien évidemment? Oui, donc le classement, il est fait par année. Donc nous observons la situation de la liberté de la presse dans un pays donné durant une année. Donc cela englobe l'environnement de travail des journalistes et des médias, la pluralité des médias, la situation politique du pays et d'autres facteurs qui sont pris en ligne, par exemple qui sont pris en compte. Par exemple, nous pouvons parler de si les journalistes s'autocensurent ou pas, s'il y a des pressions judiciaires pendant une année dans un pays donné. Donc ce sont différents critères qui nous permettent d'établir un classement. Pour l'Algérie, c'est vrai que le pays n'a pas bougé pour cette année. Il est encore 146e sur 180, donc le pays n'est pas bien placé. Il est en zone rouge, mais son score général, il a dégringolé de 1,74. Donc il y a un recul par rapport au champ de la liberté de l'information en Algérie. Selon vous, avant de vous quitter, qu'est-ce qui amène ces pays, l'Algérie n'est pas la seule, on en parle ce soir, mais n'est pas le seul, pardon, qu'est-ce qui amène les nations comme ça à dériver, à clôturer, à cloisonner, à menotter la presse, les journalistes? C'est à des fins de se protéger, c'est à des fins de contrôler le pays, d'entretenir une certaine dictature?
C'est plus pour nous, pour l'Algérie, c'est plus une hostilité envers toutes les voix critiques de ce qui est en train de se passer et notamment envers les journalistes qui couvrent le Hirak. Nous l'avons vu pendant toute une année, les journalistes qui ont couvert le Hirak ont été la cible de pressions judiciaires multiples. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps, Madame Rania Chebi. Je rappelle, vous êtes responsable de rédaction au bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Bonne fin de journée. Farida Hamidi, lorsqu'on écoutait tout à l'heure ce jeune journaliste, Chawki Hamoum, vous souriez tout de même parce qu'il y avait des mots. La Silmia, on va continuer. On ne lâche rien. Et quand on entend encore 2 ans, 26 mois maintenant, tout de même qu'on reste dans la Silmia, ce n'est pas grave, venez nous chercher, mais nous, on va continuer. C'est ça qui leur fout les jetons, hein. C'est ça qui leur fait peur. Parce que nous, on a compris que Silmia, qu'on arrivera avec Silmia de toute façon et qu'on ne changera pas de ligne directive. Maintenant, effectivement, à un moment donné, il faut peut-être faire le point. En fait, c'est pas sur nos objectifs du départ et c'est les mêmes. Hein. Il a très bien redit. Dawlat Adala, on veut un État de droit, on veut une Algérie libre. Dawla Madaniya Machi Askariya. Les objectifs ont été définis au début et c'est toujours les mêmes. Il n'y a rien qui a bougé là-dessus. Et Bessilmiya, par contre, eux, ils se sont recroquevillés justement sur eux-mêmes. On se recroqueville sur soi-même quand on a peur. Et quand on a peur, on agresse aussi. Donc, ils sont dans une situation de ou c'est moi ou c'est vous. Donc, il vient chercher les gens. Et en fait, ou c'est moi ou c'est vous, en fait, à entendre dans le sens le plus général, c'est ou c'est moi ou le Hirak. Donc, quand il s'attaque à une certaine catégorie, en fait, par intermittence, c'est qu'il veut s'attaquer au bout d'un moment. En fait, l'objectif, en tout cas, leur objectif, c'est d'exterminer le Hirak, quitte à passer justement par l'extermination des Hirakistes. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Les images, elles sont insoutenables. C'est les questions que je vais vous poser par la suite. Jusqu'où peut aller le régime? Faut-il craindre aussi une autre dérive dans les semaines à venir? Un peu d'optimisme. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur ces quelques images justement de Hirak. C'était entre autres la semaine dernière. Et on se retrouve tout de suite après.
On ne peut que sourire hein, lorsqu'on voit toute cette jeunesse et cette famille algérienne continuer coûte que coûte, hein, malgré les intimidations, les manipulations qu'on a pu, les tentatives de diversion qu'on a encore pu voir cette semaine. Abdelrahim Moussaouer, comment vous voyez les choses? Jusqu'où peut aller le régime maintenant? Est-ce qu'on peut tout de même avoir une crainte? Alors il y a cet optimisme qui n'a pas de prix, qu'on a entendu tout à l'heure, notamment dans les mots de Chawki Hamoum qui est étudiant. Hein. Je parlais d'un jeune journaliste, il est étudiant. Mais jusqu'où, encore cette semaine, certains analystes sur les réseaux sociaux, on a pu lire que le pouvoir tentait limite de créer une guerre civile en opposant des personnes, notamment qui militaient pour ce mouvement politique indépendantiste pacifique, je le rappelle, qui est le MAC. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir peur d'avoir une totale dérive sécuritaire plus? De toute façon, depuis l'indépendance du pays, le seul élément qui constitue un danger un énorme danger pour la nation, c'est le pouvoir. Je peux dire, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu la dislocation d'un pays comme c'est le cas en Syrie, en Irak. Si je dis ça, ce n'est pas pour faire peur, mais les choses réelles, elles sont là, on les voit, on les observe. Donc si on fait une analyse politique de ce qui se passe depuis 2 ans en Algérie, sur tous les domaines, le domaine économique, les corporations, les syndicats, les étudiants, toutes les analyses vont converger vers un seul point, c'est que le pouvoir actuellement, en ce moment, en 2021, il fonce droit dans le mur. Dans quel sens? Dans le sens où, à l'approche des législatives du 12 juin prochain, il y a une bonne partie des Algériens qui annoncent déjà le boycott, le rejet massif des élections. Il y en a ceux qui ne savent, c'est-à-dire ceux qui ne veulent même pas parler de ça. C'est-à-dire c'est un rejet catégorique parce que ça s'inscrit dans une série de défaites, une série d'échecs de ce régime qui a imposé des élections le 12 décembre. Une année plus tard, il a essayé de mettre en place un référendum pour une nouvelle constitution pour dire comme quoi il y a un renouveau, il y a une situation nouvelle, d'une Algérie nouvelle. Ça n'a pas marché. Ensuite, là, il s'inscrit dans le renouvellement des institutions, notamment l'institution parlementaire. Ça ne marchera pas. Donc il y a le boycott, le rejet qui s'affiche à l'horizon. Il y a ce hirak qui devient de plus en plus fort. Parce qu'on a eu peur à un certain moment quand il y avait cette crise de Covid, la mauvaise gestion de la crise par le régime. Mais le peuple, depuis le 22 février 2021, il a repris en force. D'un autre côté, il y a les grèves des différentes corporations qui se préparent peut-être dans les prochaines semaines. Tous ces éléments convergent vers une jonction avec le hirak. Et c'est ce qui fait peur à ce régime. Là, il est aux abois. Je pense qu'il ne sait plus quoi faire. Réprimer des étudiants d'une telle façon. Et d'un autre côté, vous avez un président qui dit le hirak al-Mubarak. Oui, hirak al-Mubarak, mais c'est nous qui avons la légitimité de le dire. C'est le peuple qui a la légitimité de dire c'est notre hirak, un hirak Mubarak, parce que c'est l'œuvre du peuple et non pas l'œuvre du régime. Le régime, il essaie de sauter sur ces occasions pour manipuler, pour essayer de récupérer comme ça a été toujours le cas. La manipulation ne marche pas, mais encore hier, nouvelle méthode. Tout à l'heure, justement, on écoutait Chawki Hamoum qui disait ils veulent instaurer une interdiction légale le mardi. En tout cas, il a été arrêté, c'est ce qu'il ressentait, légal du mardi. Le mardi, on n'a plus le droit de manifester. Pendant des années, les rues d'Alger étaient inaccessibles. La victoire de ce hirak, c'est que le fait que les Algériens ont retrouvé la rue, ça peut être une nouvelle dérive sécuritaire et puis une répression encore plus difficile. Vous avez une crainte, vous voyez un peu les choses? Non, j'ai pas de crainte parce qu'il y a la détermination en face, en fait. C'est qu'on a des gens. C'est ça, c'est qu'on a des gens déterminés en face. On est déterminés, c'est pas des gens. Le peuple algérien, on est tous déterminés, à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, moi, la seule chose, en fait, sur laquelle j'aimerais bien faire un point, je prends toujours vous savez, quand on fait une course, on voit que le rythme cardiaque s'accélère et qu'on n'arrive plus à poursuivre. Eh ben, on prend une bonne respiration, on ralentit un peu le rythme pour mieux repartir et pour arriver le premier, en fait. Donc, ce hirak, c'est une course, hein, c'est une course à la victoire. Il faut que ça soit la nôtre, en fait. Donc, le point, en fait, c'est de s'arrêter un petit moment et de réfléchir un petit peu pour repartir du bon pied. Et pour ne pas qu'on fonce aussi droit au mur, parce qu'il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Donc maintenant, la réflexion est redéfinir les objectifs.
Parce qu'à partir du moment où on redéfinit les objectifs de tous et on a tous les mêmes objectifs, eh ben, on va reprendre de plus belle. Et d'ailleurs, on ne s'est jamais arrêté. C'est qu'on va atteindre nos objectifs définis parce que c'est beaucoup plus clair. Plus on avance, plus ça s'éclaircit en fait. Et plus on voit aussi leurs réactions. Autre chose aussi, moi je pense qu'à un moment donné, il faut voir aussi qu'ils ont quand même une méthode. Ce n'est pas un hasard qu'ils arrivent maintenant à ce moment précis à cette répression-là. C'est quoi les élections? C'est pour faire ça passer... fait un petit moment quand même que ça se prépare. Quand on veut, à un moment donné, vous grossir un mouvement, le rendre beaucoup plus visible que le reste des hirakistes, arrivé cette semaine, c'est un autre mouvement qui est beaucoup plus visible aussi. Lui, il n'est même pas dans le hirak. Il faut faire attention à ce genre de manipulation, parce que ce qui s'est passé dans les années 90, en fait, parce que maintenant, ils veulent se réapproprier ce terrain-là, justement, pour la désinformation, c'est qu'il y a eu une information à l'interne et il y a eu une information réservée à l'extérieur. Donc il faut faire très attention à cette désinformation-là qui joue. Il y a une version pour l'intérieur et une version pour l'extérieur. Il joue encore une fois sur les sentiments, sur la atifa. Et ça, il faut faire très attention. Il n'y a pas de quartier. Fesselmiya, mais il n'y a pas de quartier. Moi, je ne crois pas tout ce qu'on me dit et j'analyse absolument tout. J'analyse tout ce qu'on me dit. C'est comme ça. On est en révolution. Dans la révolution, effectivement, il y a peut-être des éléments politiques de certaines personnes qui veulent faire de la politique. Eh bien, j'analyse tout. Ce qui est révolutionnaire et ce qui est politique. Pour l'instant, l'Imsaadni, c'est ce qui est révolutionnaire, parce qu'on a une révolution à mener jusqu'au bout. Bessilmiya, encore une fois, il y a certains éléments politiques qui peuvent parfois se télescoper, mais voire polluer certaines actions révolutionnaires. Parce que quand il y a du calcul, il n'y a pas de révolution. Moi, je ne calcule pas. Voilà, donc ça, je tenais absolument à le dire. Derrière ça, il faut savoir belli huma yakhdmou de manière systématique, de mumanhaja. Donc ils savent ce qu'ils font. La répression, elle est en montée. C'est pas quelque chose qu'ils ont inventé seulement hier. C'est qu'ils ont communiqué à l'extérieur qu'il y a des craintes par rapport au hirak. D'un côté, qu'il y a peut-être des éléments de l'Hirak qui pourraient être qualifiés de terroristes, mais d'un autre côté, cette semaine, ils ont commencé à communiquer sur autre chose, c'est que l'Hirak, il pouvait être attaqué par des éléments séparatistes. Les seuls séparatistes, c'est eux. Ahna 62, huma séparés au fin. On l'a vu cette semaine. Exactement. Donc il faut faire très attention à ces manipulations-là, plus d'autres manipulations politiques en fait qui viennent se télescoper, comme je vous disais. Et donc tout ça, pour le citoyen lambda, c'est pas évident à faire le tri en fait. C'est pas évident. C'est qu'il faut vraiment faire un arrêt sur image, pas pour s'arrêter, pour comprendre. Parce que quand on éclaircit le chemin en fait, et on voit qui est avec moi et qui est avec eux, eh ben, dans ces cas-là, moi, je choisis mes amis révolutionnaires et je continue avec eux jusqu'au bout. Je voudrais saluer, je vais redonner la parole à Maître Aïssa Rahmoun dans quelques instants. Je voudrais saluer la présence une nouvelle fois. Il était chez mon collègue Hussein Gasmi tout à l'heure, mais je voulais vraiment le réinviter ce soir. Zindine Chena, bonsoir. Bonsoir à tous les invités, bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent et merci pour l'invitation. Merci Zindine Chena. Restez avec nous, je vous donne la parole dans un instant. Nous avons aussi Amina avec nous. Bonsoir Amina. Bonsoir tout le monde. Merci Amina d'être parmi nous. Vous êtes ressortissante algérienne en France. Deuxième partie d'émission, on reviendra dans une poignée de minutes maintenant sur cette deuxième thématique qui est une autre forme de répression, un vrai supplice que vivent les Algériens et les Algériennes en Algérie, mais aussi et énormément ceux qui vivent en France. Avant de vous faire réagir sur votre cas précis, puisque vous avez perdu votre papa, paix à son âme, Zindine Chena, vous êtes militant. On va revenir sur ce que vous avez vécu et subi parce que vous avez tenté en vain par tous les moyens d'accompagner votre papa. Mais avant toute chose, vous êtes militant. On a vu cette jeunesse algérienne hier, et puis pas que, il y avait aussi des personnes âgées totalement réprimées. Un sentiment, une réaction avec ce pouvoir d'un pays que vous aimez tant.
Comme vous le décrivez, en fait, c'est un pays qu'on aime tant et qu'on souhaite vraiment, en fait. C'est pour ça qu'on milite justement pour qu'il y ait un état de droit, pour qu'il y ait justice et pour qu'on mette ce pays sur les voies de développement. Cette répression, en effet, elle n'est pas nouvelle et c'est quelque chose qu'il faut absolument que moi je dénonce en fait de toutes les manières les plus fermes. Aujourd'hui, si vous voulez, en fait, ce régime, il cherche quelque chose. Il cherche des tentatives de se régénérer. On l'a déjà dit, en fait, quelques jours après le 19 février 2019. On a dit que ce régime, il va faire tout ce qu'il peut pour, en fait, coûte que coûte, pour recycler ces éléments. D'ailleurs, on le voit maintenant. Maintenant, ce qu'il essaye de faire, il essaye d'étouffer le Hirak. Comment il essaye d'étouffer le Hirak? Comme je l'ai expliqué dans l'émission précédente, et voilà, c'est vrai que en Algérie, on a 48 départements, 48 wilaya, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Dans tous les pays du monde, c'est vrai qu'on a une concentration sur la capitale. Donc le régime, si vous avez remarqué, je ne dis pas qu'il ne réprime pas dans les autres wilayas, absolument pas. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais il est en train de réprimer beaucoup plus dans la capitale. Et en même temps, je me permets de dire quelque chose, le régime profite de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le Hirak, mais il profite en fait à chaque fois qu'il y a peu de gens, enfin à chaque fois que le nombre en fait il n'est pas, c'est pas pareil que les marches en fait de 2019. Attention, je ne suis pas en train de dire que il y a une partie des Algériens qui a déserté le Hirak, etc. Non, absolument. Il y a un contexte sanitaire qui a fait que les gens en fait ils ne peuvent pas. Il y a d'autres raisons. Donc voilà, donc il essaye de réprimer pour faire peur aux autres. Et c'est pour ça que moi, je lance un appel en fait à tous nos concitoyens et tous nos concitoyens. C'est de rester toujours pacifique parce que c'est très important. Ce qui a fait aujourd'hui qu'on existe toujours et que ce mouvement pacifique perdure, c'est qu'on est pacifique. C'est très important de garder en fait ce caractère pacifique de cette révolution. Et en même temps, il ne faut pas déserter. Il faut encore garder espoir pour y aller justement à cet état de droit. Aujourd'hui, on le voit que il n'y a pas de différence entre la nouvelle Algérie dont en fait ils n'arrêtent pas de dire voilà il y a une nouvelle Algérie, ce n'est plus comme l'ancienne Algérie, etc. Il n'y a absolument rien en fait entre la nouvelle Algérie et l'ancienne Algérie. Il y a une seule chose, il y a la dictature. Merci. Restez avec nous, Zindine Chena. Je voudrais saluer Amina, ressortissante algérienne en France. Bonsoir, Amina. Je vous ai déjà salué, je ne sais plus, on est en direct. Il me semble que je vous ai déjà salué. Je vous donne la parole dans un instant. Ah non, c'est Samia, c'est ça, qui vient nous rejoindre, Nazia, c'est ça? Il me semble. Hein. C'est Samia Bouchenafa qui est chef pâtissière et ressortissante algérienne. Bonsoir à vous, Samia Bouchenafa. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci, restez avec nous. On évoque cette deuxième thématique. Dans un instant, je vais redonner la parole à Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Maître Aïssa Rahmoun, le paradoxe, on vient de rendre hommage à Aïli Yahya Abdenour il y a quelques jours seulement. Et dans le même temps, d'ailleurs, on avait le président du Conseil national des droits de l'homme, puisque ça existe, ça peut paraître un peu folklore, mais ça existe en Algérie. Il y a un vrai paradoxe. À la fois, on rend hommage à une telle personnalité, et puis à la fois, 3 jours après, on déploie une telle répression. Ben oui, écoutez, il faut se rappeler que Maître Ali Yahya Abdenour avait aussi subi les affres de ce régime. De prison en prison, de procès en procès, d'accusation en accusation. Lui qui a participé à la création de la société civile algérienne, l'UGTA, il avait participé aussi à la création du GCA, l'Union générale des travailleurs algériens et des commerçants algériens, membre fondateur du Front des forces socialistes, de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, mais aussi du Comité international de lutte contre la torture en 88 à l'occasion des événements d'octobre 88. Ça ne m'étonne pas personnellement, ça n'étonne pas les Algériens que même, ils pouvaient même 1 heure après l'enterrement
de ce grand phare de la lutte pour la promotion et la protection des droits de la personne humaine, il pouvait engager directement un coup d'État ou un deuxième arrêt d'un processus électoral ou notre tentative de déstabiliser le peuple algérien et maintenir le régime en place. C'est la nature du régime. Maintenant, quand on voit sur les réseaux sociaux ces commentaires d'activistes à l'occasion de l'expulsion de Zahari, des funérailles de Maître Ali Yahya Abdel Yarhamou, c'est un message clair du peuple algérien. D'ailleurs, pourquoi? La question qu'on se pose, ça fait une année et demie pratiquement que le chef de l'État est intronisé à ce poste de responsabilité. Je défie quiconque de répondre à ma question. Est-ce qu'il a effectué une sortie dans les 58 départements? Parce qu'il faut rappeler, Abdelrazak, qu'on a 58 départements actuellement, mais pas 48. Est-ce qu'il a effectué une visite sur le terrain? Est-ce qu'il est parti à la rencontre des citoyens algériens? Est-ce qu'il est parti à la rencontre des investisseurs algériens? Est-ce qu'il est parti à la rencontre des entreprises, des PME et des PMI qui veulent relancer l'économie algérienne? Toutes ces questions, la seule réponse demeure le non, le négatif. Aucune sortie du chef de l'État, et ça se compte sur les bouts des doigts, si ce n'est ce clown, ministre du Commerce, qui ont fait que des monologues à chaque fois qu'il effectue une sortie sur le terrain. Donc vous voyez que c'est un système qui est tout à fait d'accord, recroquevillé sur lui-même, qui est en otage de sa non-légitimité, qui est en otage de la junte militaire. Lui, ce régime qui met en otage aussi les jeunes Algériens qui sont emprisonnés dans les prisons. Mais merci. Donc réellement, on a deux otages. Le régime qui est otage, mais le peuple algérien qui est otage en même temps. Merci Maître Rahmouna. Restez avec nous tout au long de l'émission. Alors je rappelle que Bouzid El Ezhari a assisté aux funérailles du grand défenseur des droits de l'homme, donc à Abdel paix à son âme, et il a été hué, sifflé, rejeté par la population. Donc c'est le président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie. Ces quelques images grève de l'éducation nationale. On a longuement consacré toute une émission la semaine dernière avec cette crise sociale. On en parlera certainement demain, puisqu'il y a des grèves sur tous les fronts, dans le milieu de la santé, la protection civile, les pompiers, les postiers aussi. Alors à noter qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a limogé son ministre de la Poste, certainement pour essayer de nommer un bouc émissaire, puisque ce n'est pas en limogeant un ministre qu'il y aura plus de liquidité dans les postes ou que le fonctionnement et les institutions fonctionneront un peu plus. On va regarder ces quelques images. C'était la grève des étudiants hier. اتحاد كل الأطوار. أستاذ يريد رفع الأجور. 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 أستاذ يريد. ما تخوفوناش بالشهرية وإحنا رفعنا الميزانية. ما تخوفوناش بالشهرية وإحنا رفعنا الميزانية. ما تخوفوناش بالشهرية. هبط شوية تحت.
Les étudiants, c'était hier, donc grève de l'éducation des professeurs hier qui revendiquent de meilleurs moyens. Vous étiez en train de dire quelque chose, Abdelrahim Moussaouer, il faudrait converger tous ensemble, c'est ça, vers la capitale. Pendant le sujet, vous étiez en train d'évoquer des éléments. C'était pas forcément peut-être la capitale, mais au moins les revendications corporatistes puissent converger, qu'elles puissent converger au sein du Hirak, parce que c'est vrai qu'en tant que militant politique, on ne peut pas renier ou nier tout simplement l'existence des manifestations, l'existence de grèves, l'existence de mouvements corporatistes, des revendications sociales, des revendications économiques, mais à un certain moment, vu le contexte de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, c'est tout le peuple algérien qui revendique un changement radical, qui revendique un changement de la composante politique, parce que, je suis désolé de le dire, mais que ce soit la dignité du prof, que ce soit la dignité du juge, de l'avocat, que ce soit la dignité d'un fonctionnaire, que ce soit la situation sociale, économique d'un salarié, là je suis d'accord, mais rien ne pourra changer si on n'a pas changé de système politique. Dans toutes les révolutions qui se sont opérées dans le monde, qu'elles soient des révolutions violentes ou pacifiques, toutes les corporations avaient convergé vers un changement politique, donc vers des revendications purement politiques. C'est là que peut-être je suis un petit peu en désaccord avec Farida quand elle disait choisir entre le révolutionnaire et le politique. J'ai choisi le révolutionnaire, moi je l'ai choisi les deux. Après, je pense que tu parlais de politique, la politique malsaine. Là, je te rejoins. Je parle de la politique nuisible. Voilà, je te rejoins à 1000%. Mais là, aujourd'hui, si on essaie de défendre le Hirak, de le protéger de ces tentatives de division, ils ont mis en avant Rached, je le dis, pour dire que le Hirak est menacé par une organisation terroriste. Et là, aujourd'hui, en Kabylie, en pointant du doigt le MAC, c'est toute la Kabylie qu'ils essaient de pointer du doigt en disant que c'est des séparatistes. Donc ils essayent de nuire au Hirak. On fait de la politique pour défendre, pour expliquer aux gens que ce sont des tentatives de division, ce sont des tentatives de salir l'image de Hirak vis-à-vis du peuple, c'est-à-dire aux yeux du peuple, le Hirak, les Kabyles, ils essaient de diviser la nation, alors que depuis 2019, c'est tout à fait le contraire. Je crois que on en rit, c'est dommage, mais je crois que les scénarios sont tellement bien faits que les Algériens ne rentrent pas dans ce jeu. Ils ont compris le jeu. Je fais allusion à ce jeune qui est passé sur toutes les télés, qui s'est exprimé en disant qu'il était ancien du mouvement du MAC, etc. On va passer à la deuxième thématique de cette soirée. C'est une autre répression, un problème, une problématique très difficile en tout cas à régler, puisque le pouvoir algérien, c'est lui qui dirige et qui domine. Ils sont nombreux à vouloir voyager d'Algérie vers un autre pays, mais ils sont aussi des milliers et des milliers à être en France, à vouloir partir en Algérie pour aller voir leurs proches. Vous me direz, bon, limite, si ce n'est que ça, mais c'est surtout lorsqu'on perd un proche, eh bien malheureusement, il est impossible d'accompagner le défunt. Les frontières sont fermées depuis maintenant le 17 mars. C'est le seul pays au monde qui n'a pas réouvert. On sait très bien que dans le monde entier, la période estivale jusqu'au mois d'octobre, la période estivale précédente, les nations ont ouvert. Pour le tourisme, pour l'économie, pour voyager. Alors certains le regrettent pour d'autres raisons, mais de là à tout fermer, c'est une question qui se pose. Et puis pourquoi ne pas mettre en place les réseaux sociaux? Les Algériens, les Algériennes se posent cette question. Pourquoi ne pas mettre en place et demander un PCR à l'aller de moins de 48 heures, et puis un PCR au retour, et puis une mise en quarantaine, c'est-à-dire 10-15 jours à la maison. On va écouter ici l'ambassadeur qui nous explique qu'il ne peut pas mettre en danger 45 millions d'Algériens pour ces 30 ressortissants qui sont bloqués à l'aéroport de Roissy à Paris. Bonjour, je m'appelle Abdelrahman et voilà, je suis bloqué depuis le 26 février et à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On est tous bloqués ici et on n'a aucune réponse de la part de l'ambassade ou du consulat, même si on voit tous les jours des avions d'Air France descendre en Algérie et avec des Algériens, même des étrangers avec Maintenant, la décision du président de la République de fermer les frontières tient d'abord lieu de recommandation du conseil scientifique. C'est le conseil scientifique qui a dit « Faites attention, nous avons déjà 2 cas de variant anglais et en aucun cas
on ne pourra mettre en danger la vie de 45 millions d'Algériens pour 25 personnes qui veulent rester en zone internationale. Vous pensez que c'est quelque chose qui honore notre pays en voyant des ressortissants s'entêter à venir dire voilà, il y a une épreuve de force avec l'État algérien? Et l'inverse peut se poser comme question. Bon, l'inverse peut se poser. Nous, c'est par précaution pour notre peuple. Voilà donc l'ambassadeur donc, qui s'exprime là-dessus. Zindine Chena, je vais vous retrouver. Votre témoignage en quelques... Vous avez vécu un moment difficile, vous avez perdu votre papa, paix à son âme, vous avez tout fait pour accompagner sa dépouille, accompagner le défunt. Et pour vous, ça a été vraiment un combat de chaque seconde et impossible. Alors, moi, c'est pas accompagner mon père, mais c'est plus en fait partir assister à l'enterrement de mon père. Autant pour moi, exact, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Ou, par exemple, en fait, j'ai essayé de le voir, en fait, même vivant. Parce que, rapidement, parce que son médecin m'a informé que mon père ne va pas vivre beaucoup de jours et que, voilà, et qu'il est en fin de vie. Donc, il m'a fait un certificat médical que j'ai fourni, en fait, aux autorités consulaires. Et si dans les Hauts-de-Seine à Nanterre, et ensuite, en fait, j'ai fourni, le jour du décès de mon papa, l'acte de décès. Bon, la vérité, c'est que moi, j'avais l'espoir de partir assister à l'enterrement de mon père parce que c'était un motif impérieux, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On m'a empêché de partir parce que je ne veux pas dire je n'ai pas pu partir. On m'a empêché de partir. Je le dis sincèrement, on m'a empêché de partir comme ils ont empêché tous les gens qui étaient dans mon cas. Voilà. Tout simplement, j'ai tout fait pour partir. J'ai fourni tous les justificatifs nécessaires pour partir. Bon, on m'a dit que les frontières sont fermées, que c'est comme ça, etc. Bon, sincèrement, j'ai accepté, mais c'est là où, en fait, j'ai subi une injustice, c'est quand, en fait, j'ai appris qu'il y avait deux éléments du parti politique, le Front des Forces Socialistes, qui se sont rendus en Algérie. Un, il vit en Suisse, et un à Paris, et que j'avais toutes les preuves qui sont partis, qui sont rentrés après la fermeture des frontières, et sans aucun motif impérieux, c'est-à-dire ils sont rentrés en Algérie pour assister au congrès de leur parti. Tout ce que je suis en train de dire, je l'assume absolument et que j'ai vérifié toutes les informations. Et en fait, ils n'ont pas de motif impérieux et qu'ils sont rentrés parce que tout simplement, ils défendaient la thèse de la participation du parti politique, le Front des Forces Socialistes, aux élections législatives. Donc voilà, j'ai senti, je ne vous cache pas que j'ai senti une injustice énorme. Je me dis, mais c'est pas possible en fait d'assister à ce genre de choses. Moi, j'ai un motif impérieux. Les gens, mes concitoyens qui sont dans mon cas, ils ont un motif impérieux, on ne peut pas y aller. Je rappelle quelque chose de très important, c'est que même quand on rentre en Algérie avec un motif impérieux, il faut absolument avoir un test PCR qui dit qu'on est négatif, qu'on ne porte pas le virus 19. Donc ça veut dire, en fait, il n'y a pas de risque. Donc voilà. Quelques jours après cette injustice, quelques jours après, je vois qu'il y a quelqu'un, un haut cadre algérien qui fait de l'abus de pouvoir complètement et qui fait de la discrimination totale, qui a dit comme ça sur une chaîne Chourouk qu'elle était toute fière. En fait, je parle de la secrétaire d'État Salima Swakri, qui a dit en fait, elle est intervenue pour aider Hassan Ibda, l'ancien footballeur de l'équipe nationale, à accompagner la dépouille de son père et assister à l'enterrement de son père, sous prétexte parce qu'il a donné assez à l'Algérie. Moi aussi, mon père, il était fonctionnaire pendant 42 ans. Il a donné assez à l'Algérie. Mais loin de ça, en fait. Mais tous les Algériens ont le droit de rentrer quand ils ont un motif impérieux. Une injustice. Oui. J'ai vu une injustice et ce qui m'a touché le plus, c'est que cette injustice, en fait, vous parlez, je vous remercie beaucoup, en fait. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé. C'est une discrimination. Cette secrétaire d'État, elle a commis non seulement, en fait, un abus de pouvoir et elle a commis, en fait, une discrimination. Les gens ne parlaient pas. On a senti comme si la diaspora, en fait, on est des citoyens de deuxième degré. On n'est pas des citoyens. Alors que la diaspora algérienne, c'est une composante à part entière de l'Algérie. Merci Zindine Chena d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné. C'est quelque chose que vous avez vécu. Le temps passe très vite. Je vais donner quelques petites minutes à Amina, ressortissante algérienne en France. Vous avez aussi vécu un moment difficile, notamment dans le cadre d'une volonté de partir en Algérie, Amina.
Amina est avec nous. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir Samia? Bonsoir Amina, je vous écoute. Ouais. Alors, je voudrais est-ce qu'on pourrait avoir Samia, s'il vous plaît? Rebonsoir Samia Bouchnafa. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes chef pâtissière, hein, vous êtes très connue, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Peut-être un mot sur ces 30 ressortissants bloqués dans la zone internationale, Terminal 2 à Roissy. Je rappelle rapidement, ils sont partis de Londres pour aller en Algérie. Ils ont dû faire escale à Paris. Leur visa anglais est périmé. Étant donné qu'ils n'ont pas de visa français, ils ne peuvent pas sortir de l'aéroport. Vu que le pouvoir algérien n'a plus d'avion, enfin n'autorise plus, ferme les frontières. D'ailleurs, je vais très vite, Abdelmajid Tebboune l'a annoncé encore hier, les frontières restent fermées, donc ils sont bloqués à Roissy. Je vous écoute. Alors, non, il n'y a pas, vous n'avez pas toutes les bonnes informations. Ah. Il y avait 30 personnes qui étaient parties, il en est resté 25. Oui. Ces personnes-là n'avaient pas toutes un problème de visa. Donc, il y a des binationaux, il y a des gens qui ont un visa permanent et il y avait une personne qui était sans papier et une personne qui avait un visa touristique qui était expiré. Donc, ces personnes-là avaient toutes un motif impérieux qui a été délivré par l'ambassade au niveau de l'Angleterre. On leur a obligé à prendre un billet couplé puisqu'ils sont obligés de transiter par l'aéroport de Roissy. Ils ont été le 26, il y en a eu 25 qui sont arrivés. Le 27, il y a eu une famille qui est partie par Dubaï et qui est arrivée en Algérie. Il y a eu un étudiant qui, lui, est parti. Le 28, il y a eu 4 autres personnes qui ont été bloquées. L'étudiant du 27 a pu partir. Une étudiante qui avait été bloquée le 25 a pu partir elle aussi. Le motif qu'on leur a dit, on leur a dit votre avion a été annulé, sauf qu'ils ont vu leur avion qui est parti sous leur nez et qui était plein. Donc il y a eu un surbooking. C'est ça, Samia Bouchnafas. Dans les grandes lignes, ce qu'on subit, enfin en tout cas, c'est ce qu'on a pu percevoir. Et d'ailleurs, malheureusement, la presse aussi française et anglaise en a énormément parlé, c'est que ces Algériennes sont bloqués alors qu'il suffirait rapidement de les rapatrier avec un PCR. Ça se joue en l'espace de quelques minutes. Mais monsieur, pendant 2 mois, ces gens-là ont fait un test PCR toutes les semaines. S'ils avaient dû développer le Covid, ils l'auraient déjà développé à l'intérieur de l'aéroport. On est d'accord. Pour arriver, ne serait-ce que sur le territoire français, il vous faut déjà un test PCR. En plus de ça, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui venaient d'Angleterre. Donc, ils avaient déjà l'AstraZeneca, ils ont été vaccinés. Donc, ils avaient cette double protection. Alors, qu'est-ce qui a cloché selon vous? Je vous rejoins totalement, bien évidemment, mais en fait, c'est que on a entendu l'ambassadeur tout à l'heure ne pas mettre en danger 45 millions pour 25 personnes. Je vous arrête tout de suite, je me permets de vous interrompre, oui. Je vous arrête tout de suite. Ça, c'est une mascarade totale parce que tous les jours, il y a des vols Air France, il y a 2 vols Air France qui font Paris-Alger, qui partent à 15, à 20, à 30 personnes. Ce ne sont pas des diplomates comme j'ai pu l'entendre par un de vos prédécesseurs. Ce ne sont pas des diplomates qui partent. Qui sont-ils, selon vous? Qui sont-ils? Alors moi j'ai des noms, j'ai les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous qui sont dans l'ombre. Il y a des diplomates, il y a des expats, il y a des personnes qui font du business, il y a des Algériens, il y a des gens qui n'ont pas de motif impérieux, il y a des gens qui sont marifa, donc il y a des gens de tous bords. Ce ne sont absolument pas du tout que des diplomates. Vous imaginez, monsieur, 2 vols par jour avec 30 personnes, 30 diplomates, faites le calcul au bout de 2 mois combien ça fait de diplomates en Algérie. Soyons sérieux. Donc là, histoire de dire que ces personnes-là, ces 25 ressortissants algériens risquaient de ramener le variant, c'est du n'importe quoi. Une dernière 30 secondes, le temps passe vite. C'est une forme, c'est malheureux à dire, mais c'est un supplice, c'est une forme de répression gratuite. Ça ne coûte rien de laisser partir des personnes qui veulent retourner dans leur pays et dramatiquement souvent accompagner un défunt ou assister à un enterrement. Mais alors, je vais vous dire une chose qui a été le plus dramatique, ça a été de voir une personne qui était cancéreuse,
qui a assisté à la mort de sa mère en live à l'intérieur de l'aéroport. Il y avait une autre personne qui a fait un arrêt cardiaque. Personne du consulat, de l'ambassade, de l'aéroport de Paris sont venus prendre des nouvelles de cette personne qui a été hospitalisée pendant 10 jours. On les a laissés vivre dans des conditions d'hygiène, de vie absolument déplorables. Ils ont dormi par terre, ils dorment par terre. C'est inadmissible, c'est une violation totale des droits de l'homme. Ils ont bafoué les droits de l'homme. Comment un État peut laisser leurs concitoyens dormir par terre? Attention, ne croyez surtout pas qu'ils sont les seuls. Il y a actuellement 3 ressortissants qui se trouvent en Malaisie qui sont actuellement dans un centre de rétention depuis 1 année, alors qu'ils auraient dû être en centre de rétention pendant 48 heures parce que leur visa a expiré à cause de la fermeture des frontières. Il ne faut pas oublier que ces 25 ressortissants ne rentraient pas dans le cadre de la fermeture des frontières, parce que la fermeture des frontières a eu lieu le 1er mars. Eux, ils sont arrivés les 26, 27 et 28 février. Donc, voyez-vous, ça a été tout simplement un surbooking et Air Algérie. Et l'État algérien a refusé de reconnaître qu'il y avait eu une erreur de leur part et que c'était un surbooking. Comment expliquez-vous que leurs avocats n'aient pas eu le droit de visiter leur client, qui est une violation totale aussi des droits de l'homme. Donc, voyez-vous, il y a eu beaucoup d'interrogations. Donc, on vient de dire qu'on risque la vie de 42 millions de personnes lorsqu'il y a 25 personnes qui sont bloquées, alors que tous les jours, on laisse rentrer des vols. C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Air France et vous voyez le nombre de vols. Mais il n'y a pas que les vols Air France. Il y a des vols qui viennent du monde entier sur l'Algérie. Et ces gens-là, alors, ils n'ont pas de virus. Ces gens-là ne risquent pas de ramener le variant. Tous ces gens qui partent et qui viennent et qui ne partent pas avec des vols impérieux. Moi, j'ai essayé de contacter un nombre incroyable d'influenceurs, de youtubeurs, de blogueurs, d'instagrammeurs. Personne ne m'a répondu. Et la presse algérienne a fait tout simplement à fermer les yeux sur ces gens-là. C'était des invisibles, ces gens-là. Moi, je les ai appelés les invisibles. C'était une honte totale et c'est une honte pour l'État algérien de laisser crever sa diaspora. Ils sont en train de monter la diaspora algérienne contre les Algériens eux-mêmes en Algérie. Et ça, c'est inadmissible. Il faut créer un couloir parce qu'on n'a même pas à donner de raison pourquoi on vient en Algérie. Vous avez un passeport algérien, vous avez le droit de rentrer en Algérie. Point barre, quelle que soit la raison X ou Y. Comment se fait-il que ce footballeur, non, laissez-moi parler, comment se fait-il que ce footballeur a pu rentrer avec 8 personnes 8 personnes alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas pu assister à la mort ou bien enterrer dignement leurs parents. C'est inadmissible. Ces personnes n'ont rien de plus que les autres. Et aux yeux de la loi, ce sont des citoyens comme les autres. Je regrette infiniment. Il faut rendre hommage aussi au personnel, aux associations qui ont pu nourrir ces gens-là, parce que ni Air Algérie, ni Aéroport de Paris a assumé leurs tâches et leurs devoirs. Qu'est-ce qu'a fait l'État algérien pour ses ressortissants? Rien. Rien, absolument rien. Que font tous les autres Algériens? Comment est-ce qu'ils vivent, ceux qui sont bloqués depuis 1 année? Il faut créer un couloir aérien pour ces gens-là. On a une double nationalité, on a le droit de rentrer. Ça fait 1 année qu'on est bloqué et qu'on n'a pas le droit de rentrer en Algérie. C'est inadmissible. On nous demande un test PCR, ok. On veut qu'on soit en quatorzaine ou bien qu'on soit bloqué pendant 1 semaine dans une maison à part. Il n'y a pas de problème. On fait un autre test PCR, il n'y a pas de problème. On se soumet à tout ce qu'on demande. Mais la seule chose qu'on veut, c'est pouvoir aller et circuler. Comment se fait-il qu'il y a des célébrités qui peuvent partir pour aller tourner, pour aller faire des émissions, pour aller tourner des films, pour aller faire tout et n'importe quoi ou faire du business? Eux peuvent rentrer sans aucun problème, mais quelqu'un ne peut pas assister à la mort d'un de ses parents. Merci Samia Bouchnafa. J'aurai le plaisir vraiment de vous réinviter parce que votre témoignage, il est très fort. Il est clair, net et précis et on en parle de temps en temps sur El Maralbiya et c'est vrai qu'on souhaitait aussi en parler ce soir, mais vraiment c'était important de laisser la parole au témoignage. Alors il nous reste 4 minutes à peine d'émission. Je vais donner 1 minute pour saluer Maître Aïssa Rahmoun, mais voilà, c'est aussi, Maître est un invité fidèle, mais c'est vraiment pour le saluer. 1 minute, une réaction, Maître Aïssa Rahmoun. Allô? Oui. Oui, Maître, rapidement, 1 minute. Je voulais vraiment laisser plus de temps à nos témoignages. En 1 minute, une réaction. Vous êtes aussi vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme sur cette situation de tous ces ressortissants qui sont bloqués un peu partout. Maître, vous m'entendez?
On a perdu Maître. Alors, 1 minute pour Amina qu'on va saluer, mais je promets qu'on refera une émission et on pourra même en parler demain soir, vraiment, avec le temps. Alors, Amina, 1 petite minute, mais je peux vous réinviter demain soir avec plaisir. Oui, je rejoins ce qu'elle disait, Samia. J'estime qu'on est abandonné et victime de la violation du droit de rentrer chez nous. C'est vraiment inadmissible et aberrant. Moi, on a découvert que ma mère était atteinte du cancer du sein et donc elle devait se faire opérer le plus rapidement possible. J'ai voulu rejoindre l'Algérie par tous les moyens. J'ai contacté le consulat, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Extérieur, l'ambassade qui ne répondait pas. Je dis que l'État algérien nous a abandonnés. Ils doivent vraiment ouvrir les frontières et appliquer au pire les mesures sanitaires qu'il faut, c'est-à-dire test PCR et quarantaine. Merci Amina, merci infiniment, mais si vous le souhaitez, on peut vous réécouter demain et c'est avec grand plaisir parce que c'est grâce à vous encore qu'on voyait avec ces témoignages qu'on essaye de donner ces informations, vous l'avez compris. Alors les mots de la fin, voilà, il est bientôt 20h18, il nous reste 2 petites minutes. Ce que demandent les Algériens et les Algériennes, c'est de rentrer, mais en respectant une quarantaine, en respectant un PCR, enfin tout le monde entier le fait. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a une poignée de généraux et c'est eux qui constituent vraiment un danger pour l'Algérie. Ce n'est pas les ressortissants qui peuvent rentrer, c'est cette bande de généraux-là qui est un vrai danger pour l'Algérie et les Algériens. Après... Je vais être je vais lourdement insister qu'il faut que ça converge vers le hirak, tout ça. Que ce soit tout à l'heure les enseignants qui parlaient de leur salaire, qui ont été revalorisés il y a quelque temps de ça, mais comme on dit, and so what? Hamizidokum fi salaire. Vous serez toujours dans un État qui n'est pas un État de droit. On est dans la dictature de plus en plus. Voilà, donc vos enfants auront toujours un système d'éducation médiocre. Vos enfants auront toujours besoin de cours particuliers. Voilà, parce que c'est ça aussi ce qu'il faut dire, c'est que ces enseignants-là, ils n'ont tellement pas les moyens d'enseigner correctement que les gens sont obligés de donner des cours particuliers à leurs enfants. Tant mieux pour quelques-uns d'entre eux, parce qu'ils se font quand même le double de leur salaire avec ça. Moi, il n'y a pas de sujet tabou, j'aborde tout. Qu'ils convergent avec nous dans le hirak. On aura un état de droit et tout le reste, en fait, va en découler. À partir du moment où on a nos droits les plus élémentaires et les plus fondamentaux, le reste n'est que secondaire. Il viendra avec en toute logique. Dernier mot, pareil. Moi, je pense que la gestion actuelle du régime, la gestion de la crise sanitaire prouve que le régime algérien ne peut pas gérer le pays. Et ça nous donne l'image de ce médecin qui n'a rien trouvé de mieux que de couper la tête de tous ceux qui se plaignent de la migraine. Très belle chute, merci à tous. Je voudrais saluer une grand-mère qui est très agréable, qui habite dans le nord-est de la France, du coup, un peu avant le Luxembourg. Je voudrais la saluer, l'embrasser bien fort pour son soutien, ses encouragements à ce qu'on fait. Et je salue aussi sa petite fille qui m'a passé les messages, qui s'appelle Sonia. Merci à toute l'équipe en régie, Karim, Abdellah et Ramdan, Mounir, Nazia, merci infiniment d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Abdelhaim Moussawer, merci, militant FFS. Militant du Hirak, Farida, à midi, qu'on ne présente plus. Je voudrais saluer Maître Aïssa Rahmoun, à qui je n'ai pas eu le temps de dire au revoir. Ça a apparemment coupé, mais on aura le plaisir de le réinviter. Et à tous mes invités, les étudiants qui ont témoigné, à notre chef, notamment Samia Bouchnefa, Amina, Rania Chebi aussi pour RSF, et puis nos étudiants, et Zindine Shena. Bonne soirée à tous. Sahaf Torkum, Sahal Ftoronwen, et bon appétit. Et on se retrouve demain, même heure,